Je suis rentré à la maison après 5 ans, ma sœur m'a attaché à un poteau en criant « Tu es la honte de cette famille ». Bonjour, je m'appelle Kingsley. Il y a 5 ans, j'ai quitté la ville parce qu'on m'a dit que je n'avais pas ma place ici. La semaine dernière, je suis revenu et mon propre frère m'a fait attacher à un lampadaire devant toute la ville, m'a qualifié de honte de la famille pour avoir posé des questions sur le testament que ma mère m'avait laissé. Ils ont effacé mon nom de sa nécrologie, remplacé ma photo dans la maison et réécrit le passé comme si je n'avais jamais existé. Mais que diriez-vous si je vous disais que j'ai trouvé la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer? Et que feriez-vous si votre propre famille transformait des funérailles en une scène de théâtre et que vous étiez le fantôme qu'ils prétendaient déjà mort? Il était 5h15 quand j'ai vu le panneau vert délavé, « Bienvenue à New Canaan », penchant légèrement vers la droite, comme s'il avait renoncé à se tenir droit. J'ai ralenti. Le moteur de ma voiture vrombissait doucement, presque comme s'il sentait le changement dans l'air, l'oppression dans ma poitrine. Tout semblait identique, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. La station-service sur Maple avait toujours la pompe cassée entourée de rubans jaunes. La boulangerie qui vendait des muffins de la veille pour $1 avait un nouveau nom peint par-dessus l'ancien, mais la même peinture écaillée me disait que personne ne s'en souciait vraiment. Cet endroit ne changeait pas. Il se contentait d'absorber le silence. Je n'étais pas venu ici depuis 5 ans. Ni pour les vacances, ni pour les anniversaires, pas même lorsque le premier appel est arrivé. Kingsley, ta mère est à l'hôpital. Je ne suis pas venu à ce moment-là. Non pas parce que je ne le voulais pas, parce que je n'étais pas invité. Maintenant, j'étais de retour. Pas pour faire mon deuil. Non, j'avais fait mon deuil bien avant qu'elle ne décède. Je suis venu à cause d'une lettre arrivée dans ma boîte aux lettres en Californie il y a 3 semaines, avec une écriture que je n'avais pas vue depuis la dernière fois que maman m'avait touché le visage en disant « Ne les laisse pas te prendre ce que je n'ai pas pu protéger ». Je me suis garé à 3 pâtés de maison de l'église, non pas parce que j'avais besoin de marcher, mais parce que je ne voulais pas qu'on me voie arriver devant comme si j'avais ma place ici. À l'intérieur, l'église sentait la cire au citron et les vieux recueils de cantiques. Elle était bondée, plus que ce à quoi je m'attendais. La voix de Dorian résonnait depuis la chaire. Douce, contrôlée, juste le bon mélange de chagrin et de grâce. C'était son talent. Faire sonner les mensonges comme un héritage. Je suis resté au fond. Personne ne s'est retourné. Pas même la femme que je connaissais depuis la maternelle, maintenant assise à 2 rangs du devant, tenant un mouchoir et chuchotant à une autre dame qui me donnait autrefois des biscuits à chaque Halloween. Leurs regards m'ont effleuré comme si j'étais une ombre. Ou peut-être qu'elles m'ont vu et ont simplement choisi de ne rien dire. Les murs étaient décorés de photos, agrandis, encadrés et drapés d'un éclairage doux. Ma mère adolescente. Ma mère à son mariage. Ma mère avec Dorian à sa remise de diplôme du lycée. Ma mère tenant le fils de Dorian. Aucune avec moi. Pas une seule. Je me suis approché. Le diaporama qui tournait sur le projecteur passait en revue des moments que je reconnaissais, mais avec une petite omission délibérée, moi. Je n'étais pas flouté. Je n'y avais jamais été. Quelqu'un m'a frôlé en passant, portant un plateau de tasses de café. « Et, vous êtes du service traiteur » a-t-il demandé, en montrant la table d'appoint. J'ai cligné des yeux. Non. Il a penché la tête, scrutant ma robe noire et mes talons. Oh. Je pensais que vous étiez avec le service. Je n'ai rien dit. Il s'est éloigné. La voix de Dorian s'élevait au-dessus de la musique. Notre mère était un pilier, forte, généreuse, infiniment indulgente. J'ai eu envie de rire. Il a continué, elle a tout donné à cette ville, à cette famille. Même quand ce n'était pas facile, elle aimait farouchement. Mon estomac s'est noué. Et bien que certains d'entre nous ne pouvaient pas toujours être présents, elle n'a jamais cessé d'espérer qu'il reviendrait. La salle s'est tue. Quelque part au 3e rang, quelqu'un s'est légèrement tourné, juste assez pour que je croise son regard. Je ne l'ai pas rendu. Je suis resté là, dans ce couloir de sourires, de chants et de platitudes à voix basse, et j'ai senti le tranchant d'une vérité que je connaissais déjà. Ce n'était pas de l'oubli. C'était un effacement. Une réécriture complète de qui avait sa place. La voix de ma mère m'est revenue, depuis un lit d'hôpital il y a 5 ans. Tu es la seule qui me voit sans vouloir m'utiliser, avait-elle dit, après que Dorian eut essayé de la convaincre de lui céder la maison, à l'époque où je vivais encore en ville. J'espérais encore que nous étions une vraie famille.
J'étais resté à ses côtés, jusqu'à ce que la pression de tous les autres, les chuchotements, les accusations me poussent à partir. Maintenant, ils enterraient son héritage avec des mensonges soigneusement sélectionnés et des sourires crispés. J'ai attendu la fin du discours, jusqu'à ce que le dernier cantique soit chanté et que les gens commencent à déambuler avec des assiettes de 4 quarts et des gobelets de limonade. Je me suis retourné et je suis sorti avant que quiconque puisse croiser mon regard. Dehors, le ciel s'était couvert. Le vent portait l'odeur des pins qui bordaient le parking de l'église. Je suis passé devant un groupe de femmes qui discutaient de la beauté de la cérémonie. L'une d'elles, Marie, la sœur de ma mère, a croisé mon regard. Elle a cligné des yeux, puis a détourné le regard. Mes talons claquaient sur le trottoir, mais personne ne m'a suivi. Personne n'a crié « Kingsley, attends !» Au moment où j'ai atteint ma voiture, les nuages s'étaient dissipés, une faible bande de soleil traversant le pare-brise. J'ai ouvert mon sac à main et j'en ai sorti l'enveloppe. Le papier était épais, à l'ancienne, manuscrit, posté 3 semaines avant le décès de maman. Je ne l'avais pas encore ouverte. Je n'étais pas prête avant. Je n'étais pas sûr de l'être maintenant. Mais je suis revenu pour une raison. Je n'étais pas ici pour pardonner. Je n'étais pas ici pour pleurer. Je n'étais pas ici pour prouver quoi que ce soit. J'étais ici pour réclamer. La lettre tremblait légèrement dans mes mains, mais ce n'était pas à cause du vent ou du froid. C'était moi. J'étais assise au bord du lit du motel, ce motif floral terne sur la couette me fixant comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. La lumière de la lampe de chevet a vacillé une fois, puis s'est stabilisée. C'était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du mini-réfrigérateur dans le coin. Je n'avais pas besoin de relire le cachet de la poste. Je savais exactement quand elle était arrivée, 3 semaines avant son décès. Je me souvenais du jour de son arrivée comme s'il avait une odeur. Le soleil de Californie se déversant sur le sol de ma cuisine. Le courrier déposé sur le comptoir. Son écriture sur l'enveloppe m'avait arrêté net. Je ne l'avais pas ouverte à ce moment-là. Je n'étais pas sûr de le pouvoir. Mais maintenant, je n'avais pas le choix. J'ai glissé un ongle sous le rabat, j'ai déplié le papier crémeux à l'intérieur et j'ai commencé à lire. Kingsley, si tu tiens cette lettre, je suis probablement parti. Et si tu es revenu, cela signifie que tu es plus courageuse que je ne l'étais. Tout ce que je possédais de cette maison, les terres, les économies est à toi. Je ne l'ai pas laissé à Dorian. Il a déjà pris ce qu'il voulait. Je me suis arrêté et j'ai expiré. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de confiance. Tu es resté quand tous les autres voulaient que je me taise. Tu m'as vu pas la mère qu'il projetait, pas la femme qu'il jouait. Tu m'as vu. C'est pourquoi cela t'appartient. Il y avait 2 autres lignes que je n'ai pas pu lire immédiatement. J'ai dû cligner des yeux pour y voir clair. Je suis désolé pour les années où ils t'ont fait sentir inférieur. Cela se termine maintenant. La pièce a un peu tourné. Ou peut-être était-ce simplement le poids de la vérité qui me rattrapait à nouveau. Elle m'avait tout laissé. Chaque actif, chaque parcelle. Mais il n'y avait eu aucune mention d'un testament hier. Rien dans l'hommage de Dorian, rien à la cérémonie, rien dans la voix de l'avocat quand il a appelé et offert une clôture logistique. J'ai plié la lettre plus lentement cette fois. Mon cœur battait toujours vite, mais maintenant il avait une direction, pas seulement la colère, pas le chagrin, une intention. Le matin s'est transformé en milieu de matinée. Je me suis habillé sans musique, j'ai attaché mes cheveux en arrière, j'ai mis quelque chose de simple, de neutre, ni une armure, ni une arme, juste quelque chose pour dire que je n'étais pas ici pour faire une scène, seulement pour être entendu. La propriété de Dorian était à 10 minutes du motel. Le portail d'entrée a reconnu ma plaque d'immatriculation, ou peut-être la caméra. Quoi qu'il en soit, il s'est ouvert. Bien sûr, il n'avait pas changé le code de sécurité. Bien sûr, il croyait que je ne reviendrais jamais. La maison semblait la même, mais plus soignée, plus nette. Tout avait un éclat, les fenêtres, les allées du jardin, même le heurtoir en laiton sur la porte. L'homme qui a répondu n'était pas Dorian. C'était quelqu'un dans un gilet sur mesure avec un sourire trop parfait. Il a ouvert la porte comme si j'étais une invitée à un mariage, pas la sœur de son employeur. Mademoiselle Royce, a-t-il dit, comme s'il lisait le scénario d'une visite guidée. Monsieur Kingsley est dans la bibliothèque.
Je l'ai suivi dans un couloir au sol de marbre et aux coupures de presse encadrées sur les entreprises de Dorian, ses galas de charité et ses discours au conseil municipal. Toute sa personnalité avait été soignée comme une campagne. Quand je suis entré dans la bibliothèque, Dorian était assis dans un fauteuil en cuir, sirotant un verre de quelque chose d'ambré. Il était 11 heures du matin. Il ne s'est pas levé. Eh bien, a-t-il dit, je me demandais quand vous passeriez. Je ne me suis pas assise. J'ai besoin de parler. Parlez donc, a-t-il dit. Mais je dois vous avertir, j'ai des invités qui arrivent bientôt. Nous honorons à nouveau maman ce soir. C'est à propos de son testament. Son sourire n'a pas vacillé. Ah, ça. J'ai une lettre d'elle. Datée, signée. Il a siroté son verre, puis l'a posé. Kingsley, tu as toujours été le petit fantasme de maman, son projet. Elle a écrit beaucoup de choses vers la fin. Ne fais pas ça. Il a penché la tête. Faire quoi? La dépeindre comme instable. Je ne dépeins pas. Je décris. Elle avait de bons jours, bien sûr, mais elle n'était pas constante. Vers la fin, elle ne pouvait pas vous dire si c'était mercredi ou le jour de son mariage. Je l'ai fixé. Il était suave, imperturbable, comme si tout cela avait été répété. Elle savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a signé cette lettre, ai-je dit. Il n'y a pas eu de testament déposé, Kingsley. Pas avec l'avocat que tu as choisi. Il s'est levé maintenant, s'est dirigé vers la fenêtre, puis s'est retourné. Cette famille a besoin de paix. Nous venons d'enterrer notre mère. Ton retour est compliqué. J'ai senti ma mâchoire se serrer. La paix bâtie sur le vol n'est pas la paix. C'est le silence déguisé. Il a gloussé. Tu as le même sens du drame que maman avait. Si romantique, si tragique. C'en était assez. Je suis parti sans un autre mot. L'homme au gilet n'a même pas scié quand je suis passé devant lui. Plus tard ce soir-là, Dorian a organisé un dîner. Je n'étais pas invité, bien sûr, mais j'en ai entendu parler par quelqu'un qui me parlait encore en chuchotant, un membre de la communauté. Elle m'a envoyé un texto, tu ne croiras jamais ce qu'il a dit ce soir. Selon elle, Dorian a porté un toast devant une salle remplie de ses soi-disant amis et a dit, c'est difficile à dire, mais la santé de maman a vraiment décliné après la disparition de Kingsley. Elle n'a plus jamais été la même. Quelqu'un a demandé si j'étais déjà venu lui rendre visite. Il a répondu, elle est partie alors que notre mère était à l'hôpital. Le mensonge s'est installé comme de la poussière. Devant les verres de vin et les plateaux du traiteur, mon personnage a été entièrement effacé de la pièce. De retour au motel, je me suis de nouveau assise au bord du lit, fixant mon ordinateur portable. Je l'ai ouvert, je me suis connecté au portail juridique que je n'avais pas utilisé depuis la fac de droit. Je me souvenais encore comment chercher les statuts de succession en Caroline du Sud. C'était là, les exigences pour un testament valide, les signatures, les témoins, aucune mention de Dorian, aucune clause permettant à un frère ou une sœur de passer outre l'héritier désigné. Je ne savais pas si ce que j'avais était à toute épreuve, mais c'était réel, et le réel suffisait pour commencer. Dehors, le soleil déclinait. La lumière sur le parking est devenue orange, puis dorée, puis a disparu. J'ai regardé à nouveau la lettre de ma mère, puis l'écran. J'ai chuchoté à la pièce vide, au souvenir de sa voix, à l'homme qui pensait pouvoir m'effacer de la vérité, voyons voir ce qu'il a enterré avec elle. Ils n'ont pas été conçus pour la vérité. Cette phrase d'un vieil email de maman s'accrochait à moi comme de l'électricité statique pendant tout le trajet vers la société historique. Elle était restée dans ma boîte de réception pendant des années, enfouie sous des confirmations, des bulletins d'information et d'autres emails que je n'ouvrais jamais. Mais en la relisant la nuit dernière, c'était comme si elle savait. Elle savait que cette famille réécrirait tout une fois qu'elle serait partie. Elle ne savait juste pas jusqu'où ils iraient. La matinée était calme, presque trop calme pour le printemps. Des nuages bas stagnaient mais ne menaçaient pas de pluie. L'air portait cette odeur collante d'azalée en fleurs mélangée à la légère trace de vieille fumée de bois d'une cheminée voisine. New Canaan sentait toujours comme un souvenir auquel je ne pouvais pas me fier. Je me suis garé à un pâté de maison de la société historique et j'ai fait le reste du chemin à pied. Ce n'était pas par prudence. C'était une habitude. En grandissant ici, j'avais appris très tôt que la proximité de la vérité ne garantissait pas l'accès. Parfois, cela signifiait simplement être surveillé de plus près. La femme à l'accueil m'a fait un sourire poli quand je suis entré.
Je me suis présenté comme Kingsley Royce, et ses yeux se sont légèrement déplacés avant qu'elle ne me fasse signe d'aller vers le fond. L'héritage de la famille Royce est dans le hall principal, a-t-elle dit. Il suscite beaucoup d'attention ces derniers temps. Bien sûr. La pièce n'était pas grande, mais elle avait été organisée avec soin, photos encadrées, vieux articles de journaux, objets de famille derrière des vitrines. Je pouvais dire que Dorian avait participé à la conception. Chaque étiquette était tapée dans la même police serif qu'il utilisait pour ses brochures d'entreprise, nettes, autoritaires, définitives. J'ai marché lentement, laissant mes yeux s'habituer à l'éclairage, laissant mon esprit se préparer. Il y avait ma mère, jeune et radieuse sur des portraits en noir et blanc. La revoici, la trentaine, tenant Dorian bébé. Des coupures de journaux de ses événements caritatifs, ses récompenses communautaires, puis les réussites scolaires de Dorian, sa décoration militaire, ses jalons immobiliers. Il y avait même un panneau entier intitulé « L'héritier qui est resté ». Mes pieds se sont arrêtés net. La plaque disait « Dorian Kingsley, le seul fils de Delilah Royce, qui a perpétué son héritage avec dignité et persévérance ». Aucune mention d'une fille, pas même l'ombre de mon nom. J'ai longé le mur, scrutant chaque photo. Je n'étais sur aucune d'entre elles. Pas sur les photos d'anniversaire, pas sur les barbecues familiaux, pas sur l'image de la chambre d'hôpital où maman recevait un prix pour service communautaire tout en tenant le fils de Dorian sur ses genoux. J'avais pris cette photo. Je me souvenais avoir ajusté l'éclairage parce que la lumière du plafonnier était trop crue, mais je n'y étais pas. Même pas un crédit photo. Ce n'était pas de l'oubli. Ce n'était pas une erreur. C'était une purge. Je suis retourné à l'accueil et j'ai demandé calmement, qui a fourni les matériaux pour l'exposition Royce. La femme a cligné des yeux. Pardon? Les photos, les documents et qui les a sélectionnés? Elle a vérifié un petit dossier sous le bureau. Tous les matériaux ont été fournis par le bureau de Dorian Kingsley. Merci. Je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. L'air extérieur suffisait à me serrer la gorge. J'ai conduit directement chez Dorian, sans appeler à l'avance. Peu m'importait qu'il soit à la maison ou non. J'ai dit à l'interphone que j'étais là pour récupérer des albums photos, et quelqu'un m'a fait entrer sans hésiter. À l'intérieur, le même homme au gilet sur mesure m'a accueilli. Je lui ai dit que je voulais fouiller dans la bibliothèque pour quelque chose de personnel. Il a hoché la tête comme s'il n'était pas assez payé pour s'en soucier. La bibliothèque sentait le cèdre et l'ego. J'ai passé mes doigts le long des étagères, chaque rangée remplie de livres que Dorian n'avait pas lus mais voulait que les gens pensent qu'il avait lus. Je me suis tourné vers le coin le plus éloigné où se trouvait une vitrine, verre poli, contenu parfaitement agencé. Au centre se trouvait un support en velours tenant un collier en or, délicat, avec un minuscule cœur en rubis. J'ai arrêté de respirer. La plaquette en dessous indiquait « Le dernier cadeau d'anniversaire de Delilah à sa belle-fille, Meredith Kingsley ». C'était un mensonge. Je le savais parce que j'avais aidé maman à le choisir. J'étais là le jour où elle l'a trouvé à Charleston, niché dans une petite boutique d'antiquités qu'elle appelait son évasion. Je me souvenais de la note manuscrite qu'elle avait placée avec « à celle qui est restée quand rester n'était pas facile ». Elle avait écrit ça pour moi. Je me suis penché plus près et je l'ai vu, mes initiales, pâles mais indubitables, gravées sur le fermoir. KR. Et juste comme ça, quelque chose a changé en moi. Pas de la colère, ni même du chagrin. Quelque chose de plus ancien. Une rage silencieuse faite de toutes les fois où j'avais ravalé mon propre nom pour préserver la paix de la famille. Je suis parti sans dire un mot. Le personnel ne m'a pas arrêté. Peut-être savait-il qu'il valait mieux ne pas le faire. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Ce soir-là, j'étais assise en tailleur sur le lit du motel, mon ordinateur portable en équilibre sur un oreiller. J'ai ouvert un dossier privé auquel je n'avais pas accédé depuis des années, l'ancien dossier partagé de maman de l'époque où elle gérait ses documents de succession et avait besoin d'aide pour les dossiers numériques. Elle avait oublié le mot de passe une fois. Pas moi. Il s'est ouvert. Des dizaines de mails et de brouillons ont inondé l'écran, mais un a attiré mon attention. Objet, juste au cas où. Il datait d'il y a 2 ans. J'ai cliqué. Kingsley, commençait le message. Si quelque chose arrive et que je ne suis pas capable de parler pour moi-même, s'il te plaît, ne crois pas ce qu'ils te diront. Cette maison, ces photos, ces plaques, ils n'ont pas été conçus pour la vérité.
Ils ont été conçus pour faire taire les gens comme toi. Elle avait joint un PDF intitulé « Testament original » D. Royce. Je l'ai ouvert. C'était là et signé, notarié, daté, et mon nom en caractères gras comme seul bénéficiaire. Ma mère ne m'avait pas seulement laissé quelque chose, elle m'avait laissé une preuve. Maintenant, il me fallait juste que le monde la voie. Les mots résonnaient dans ma poitrine longtemps après avoir éteint l'écran. Maintenant, c'est moi qui écris la fin. Je l'avais chuchoté plus pour moi-même que pour Dorian, mais cela n'enlevait rien à sa véracité. Pour la première fois depuis mon retour à New Canaan, je ne remettais pas ma place en question. Je la revendiquais. Et je n'attendais pas de permission. L'horloge du motel indiquait un peu plus de 22h30 quand j'ai de nouveau attrapé mes clés. La chambre sentait encore le détergent délavé et quelque chose de vaguement citronné provenant du spray nettoyant bon marché qu'ils utilisaient. J'ai enfilé ma veste, glissé la copie pliée de la lettre de maman dans ma poche arrière et suis sorti dans l'air frais de la nuit. Les rues étaient calmes, aucune voiture sur la route, juste le bourdonnement des lumières des Porsche à travers la ville. Je n'avais pas besoin de GPS pour trouver mon chemin. Certains souvenirs ne s'effacent pas, peu importe à quel point vous le souhaitez. 15 minutes plus tard, j'ai quitté la route principale et me suis garé sur le terrain en gravier à côté d'un vieil entrepôt de stockage. Les lumières du bureau étaient éteintes, mais je savais où se trouvait le clavier numérique, au même endroit où il avait toujours été, monté sur le mur de droite sous le panneau délavé qui disait Safe Keep Storage. Le code était toujours sa date d'anniversaire. Elle ne l'avait jamais changé, même après que je lui ai dit que c'était trop évident. Je l'ai tapé. Le portail a cliqueté, a hésité, puis s'est ouvert en roulant. Unité B14. Nous y gardions tout, de vieilles décorations de Noël, des boîtes de bulletins scolaires du lycée, des chaussons de ballet que je n'avais pas portés depuis mes 15 ans. J'ai trouvé la bonne unité, j'ai tiré le loquet et j'ai soulevé la porte. L'odeur m'a frappé en premier, carton, poussière et quelque chose de légèrement floral. De la lavande. Elle avait l'habitude de glisser de la lavande séchée dans chaque boîte. J'ai allumé l'ampoule suspendue au plafond, sa lueur faible et jaunie. Une pile de boîtes était alignée contre le mur du fond. J'ai commencé par celle marquée « KR ». Elle était plus lourde que dans mon souvenir. À l'intérieur, sous de vieux journaux intimes et un album photo enveloppé dans un ruban bleu, se trouvait une enveloppe plate scellée à la cire. Mon nom était écrit sur le devant de sa main, toujours lisse, toujours délibéré, pour quand elle sera prête à revenir. Mes doigts tremblaient légèrement en brisant le sceau. À l'intérieur se trouvait un testament formaté légalement, notarié, daté exactement 2 mois avant son accident vasculaire cérébral. Et c'était là, noir sur blanc, le domaine Royce, les terres, les actifs et toute fiducie restante, tout m'était désigné. Pas à Dorian, pas à la ville. À moi. Je me suis assise sur le bord d'un bac en plastique voisin, pressant le papier contre mes genoux pour le maintenir stable. Je ne pleurais pas encore. Mais tout mon corps semblait plein, comme si j'avais retenu quelque chose pendant des années et que je n'avais réalisé à quel point c'était lourd qu'à cet instant. J'ai refermé doucement l'enveloppe et l'ai remise dans le dossier. Avant que je puisse me lever, j'ai entendu du gravier crisser derrière moi. Je me suis retourné. Une femme se tenait près de l'ouverture de l'unité, la soixantaine, manteau boutonné, cheveux gris soigneusement rangés sous un foulard. Je l'ai reconnue instantanément, Carmen Bellamy, l'avocate de maman. Elle n'avait pas beaucoup vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vue, mais ses yeux ils étaient différents maintenant. Fatiguée, peut-être coupable. Je me doutais que vous le trouveriez un jour, dit-elle doucement. Qu'est-ce que vous faites ici, ai-je demandé. Je vérifie ce parking de temps en temps, répondit-elle. Par habitude. Votre mère m'a donné une clé avant de mourir. Vous saviez que c'était ici? Elle a hoché la tête, puis est entrée plus loin dans l'unité. On m'a dit de détruire cette copie, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardée, essayant de lire son visage. Qui vous a dit de la détruire? Carmen a hésité, puis a laissé échapper un léger soupir. Votre frère, bien sûr. Il a dit que personne ne vous croirait. Elle a continué, il m'a dit que garder l'ancienne version à celle le nommant lui éviterait les conflits. Est-ce qu'il vous a menacé? Non, il était trop malin pour ça. Il m'a offert du confort. Il a dit que je pourrais prendre ma retraite plus tôt, qu'il financerait mon organisation à but non lucratif. Il a présenté ça comme une faveur, comme s'il protégeait une famille en deuil. Et vous n'avez rien dit.
Je dis quelque chose maintenant. Elle a mis la main dans la poche de son manteau et en a sorti une petite clé USB. Elle me l'a tendue sans un autre mot. Tout est là. Le testament, l'affidavit signé et une vidéo de votre mère le signant. J'ai tenu la clé dans ma paume. Elle était si petite, mais elle semblait peser 100 livres. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Carmen a eu un sourire triste. Parce qu'elle m'a fait confiance, et j'ai trahi cette confiance. Mais pas vous. Vous êtes revenu. Nous sommes restés en silence un moment avant que je hoche la tête. Merci. Elle est sortie dans la nuit sans un autre mot. Je l'ai regardée partir, puis j'ai fermé l'unité et l'ai verrouillée derrière moi. Quand je suis retourné au motel, il était presque minuit. Le parking était toujours vide. Le réceptionniste était rentré chez lui. Je me suis déplacé silencieusement, attentive à ne pas réveiller le client de la chambre voisine. Je n'ai pas dormi, et non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que j'étais déjà éveillé d'une manière différente. Au lever du soleil, j'étais habillé et dans ma voiture, en route pour la propriété de Dorian. Les mêmes portails se sont ouverts pour moi à nouveau. Le même homme au même gilet a ouvert la porte. « Votre frère est dans la véranda » a-t-il dit, comme si nous faisions encore semblant de civilité. J'ai traversé la maison, passant devant les murs de photos qui avaient été débarrassés de moi. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre la véranda, où Dorian était assis, sirotant un café et parcourant son téléphone comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. Il a levé les yeux, a souri. « Eh bien, vous êtes certainement persévérante. » J'ai sorti le testament imprimé de mon sac et l'ai posé sur la table devant lui. Il n'a pas tendu la main pour le prendre, il a juste haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est censé être? Vous savez ce que c'est. Il l'a finalement parcouru, l'expression illisible. Elle était déjà en déclin quand ceci a été signé. Je me suis approché. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Il a posé le papier. Ça n'a pas d'importance. Vous pensez que quelqu'un dans cette ville va le croire? C'est moi qui ai maintenu cette famille unie. Vous étiez parti. Je l'ai regardé fixement. Je l'ai vraiment regardé. La chemise soigneusement repassée, la montre chère, la posture calculée. Tout cela était une armure, et rien de tout cela n'était la vérité. Tu m'as effacé de son histoire, ai-je dit. Maintenant, c'est moi qui écris la fin. Je me suis retourné et suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Cette fois, je n'ai pas attendu qu'il m'appelle. J'ai à peine dormi la nuit où j'ai remis le testament à Dorian. Non pas parce que j'étais anxieuse, non, c'était passé, mais parce que l'adrénaline était devenue ce qui circulait dans mes veines. Mon corps était épuisé, mais mon esprit revenait sans cesse au même point, ce n'est plus une guerre silencieuse. C'est public maintenant. Et une fois que la vérité se fissure, elle ne se referme pas. À 7h30 le lendemain matin, j'étais assise dans un box d'angle au Miliès Café, le seul endroit en ville qui servait encore du café filtre dans de vraies tasses en céramique. J'observais les habitués facteurs, instituteurs à la retraite, le shérif adjoint de temps en temps vaquer à leurs occupations comme si la ville n'avait pas choisi de m'oublier, comme si je ne venais pas de faire exploser la version polie de l'héritage de notre famille que Dorian leur vendait depuis des années. Jess Wynne s'est glissée dans le box en face de moi. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 23 ans, avec un sac à dos sur une épaule et un sac d'appareil photo en bandoulière sur l'autre. Elle a commandé un café noir avant même de me saluer. « Vous avez suscité plus d'attention en 3 jours que la ville n'en a vu en 3 ans, a-t-elle dit, en posant son téléphone entre nous. Ce n'était pas le but, ai-je répondu. Mais ça marche. Jess a ouvert son téléphone et a affiché son fil de vlog. La vidéo qu'elle avait postée de l'exposition sur l'héritage Royce, où mon nom était curieusement absent, avait atteint 30 000 vues pendant la nuit. Les gens ne se contentaient pas de regarder, ils commentaient. Certains étaient des locaux, d'autres des inconnus, mais le ton avait changé. Elle ne peut pas inventer tout ça, disait l'un. Pourquoi quelqu'un effacerait-il une fille de l'histoire s'il n'avait rien à cacher, lisait-on sur un autre. Jess a levé les yeux. Vous êtes prête à ce que ça devienne encore plus grand? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Allons-y. Nous nous sommes dirigés de l'autre côté de la rue, vers la bibliothèque municipale, où se tenait l'événement mensuel des femmes d'affaires. Je ne m'étais pas inscrite pour parler. Cela ne faisait pas partie d'un plan directeur, mais l'une des coordinatrices a reconnu mon nom de famille et m'a offert la parole. Peut-être par culpabilité, peut-être par curiosité.
Je me suis tenu derrière le podium, le microphone réglé un peu trop bas, et j'ai fait face à une salle de femmes pour la plupart plus âgées, sirotant dans des gobelets en carton blanc. Certaines d'entre elles me semblaient vaguement familières. Une femme près du premier rang a tordu une serviette sur ses genoux quand j'ai prononcé mon nom. Je sais que la plupart d'entre vous se souviennent probablement de moi, ai-je commencé, mais pas de la manière dont je veux qu'on se souvienne de moi. La salle est devenue silencieuse. J'ai quitté cette ville il y a 5 ans après avoir été chassé de ma propre famille. Je suis revenu pour enterrer ma mère et j'ai découvert à la place que j'avais été enterré aussi. Quelques personnes ont bougé sur leurs chaises. Mon nom a été retiré de sa nécrologie. J'ai été exclu de son service commémoratif. Et quand je suis entré dans l'exposition honorant sa vie, je n'étais même pas une note de bas de page. Quelqu'un a chuchoté, ce n'est pas juste. Ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, ai-je continué, c'est que je suis la fondatrice et PDG d'une entreprise de biotechnologie basée à San Diego. Nous avons développé des outils de diagnostic utilisés dans plus de 80 hôpitaux à l'échelle nationale. Je ne dis pas ça pour vous impressionner. Je le dis parce que mon frère a passé les 5 dernières années à dire à tout le monde que j'étais celle qui avait fait honte à cette famille. Une femme au fond a laissé échapper un doux « eh bien, ça alors ». Il ne s'agit pas d'argent, ai-je ajouté, la voix ferme. Il s'agit de vérité, de la réécriture d'un héritage pour satisfaire l'ego d'un seul homme. J'ai la preuve légale, signée et attestée par des témoins, que ma mère m'a tout laissé. Et pourtant, on m'a dépeinte comme le fantôme honteux. Silence, puis une voix du côté de la salle, hésitante mais claire. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui a besoin d'une aumône. J'ai souri doucement. C'est parce que je n'en ai jamais demandé. Un silence s'est répandu comme une onde. Puis un bruissement de mouvement est venu de l'autre côté de la salle. Une femme plus âgée s'est levée, petite, robuste, les cheveux gris coiffés en chignon. Son nom m'est revenu à l'esprit avant qu'elle ne parle, Glenda Harlow, l'infirmière de ma mère. La femme qui était restée tard sans facturer de supplément, qui sentait toujours la vanille et l'amande poivrée. J'étais là, a-t-elle dit, quand Delilah a signé son testament. Je l'ai vu le signer en pleine lucidité, avec intention. Elle m'a dit qu'elle ne faisait confiance à personne d'autre qu'à Kingsley. Des halètements ont parcouru la salle. J'ai regardé Glenda, ne sachant si je devais pleurer ou m'accrocher au bord du podium. Elle m'a dit de me taire à moins que les choses ne tournent mal, a poursuivi Glenda. Eh bien, les choses ont mal tourné. Je suis descendu du podium après cela. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. La vérité n'avait pas besoin d'un projecteur. Elle avait juste besoin d'une fissure pour briller. Ce soir-là, je me suis de nouveau assise au milieu avec Jess, qui avait filmé tout l'événement. Elle était en train de le télécharger quand mon téléphone a sonné. Dorian. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Tu transformes ça en cirque, a-t-il dit, sans salutation, sans tentative de faux semblant. C'est devenu public, ai-je répondu calmement, quand tu as paradé ta version de la vérité devant une foule. Je te préviens, Kingsley. Ça ne se terminera pas bien pour toi. Tu m'as déjà effacé des photos, des documents, des souvenirs. Que pourrais-tu bien prendre de plus? Il y a eu une pause. Puis, à voix basse et délibérée, il a dit, cette ville me croira toujours en premier. Pas cette fois. Ne me pousse pas à bout. Je ne te pousse pas à bout, ai-je dit. Je te donne 48 heures. Tu te manifestes, tu fais une déclaration publique admettant ce que tu as fait, ou je vais au tribunal, à la presse, et voir tous ceux sur qui tu as bâti ton petit empire. Il a ricané. Tu penses pouvoir me faire peur? Non. Je pense que la vérité le fera. Et sur ce, j'ai mis fin à l'appel. Jess a levé les yeux de son ordinateur portable. C'était lui. J'ai hoché la tête. Il a 48 heures. Elle a souri. Que se passe-t-il s'il ne cède pas? Je me suis levé, j'ai repoussé la chaise. Alors j'arrête d'être poli. Le week-end est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Et comme chaque printemps à New Canaan, il est venu avec sa propre gaieté forcée, le festival annuel du centre-ville, la musique des fanfares, le barbecue bon marché sorti des fumoirs garés à chaque coin de rue, les stands remplis de dames de l'église vendant du pain aux bananes et des maniques cousues main. Tout était exactement comme dans mes souvenirs. Et je détestais à quel point cette familiarité tirait encore quelque chose en moi. Jess m'a envoyé un texto ce matin-là, reste sur tes gardes. Dorian est sur les nerfs depuis la bibliothèque.
Il va essayer quelque chose. Je n'en doutais pas. En milieu de matinée, la place était bondée. Les habitants déambulaient avec des gobelets en plastique de thé sucré. Des enfants couraient entre les stands avec des ballons attachés à leurs poignets. Et la mère serrait des mains comme si elle ne savait pas que la moitié de la ville regardait ce festival sous un angle différent cette année. J'ai descendu Main Street lentement, délibérément. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de signe de la main. J'en avais fini de jouer la politesse pour des gens qui avaient aidé à m'effacer. Les yeux me suivaient, certains curieux, d'autres prudents, quelques-uns carrément hostiles. Je savais ce qu'ils pensaient. Elle est revenue pour créer des problèmes. Elle aurait dû rester partie. Pauvre Dorian. J'ai continué à marcher. Quand j'ai atteint le centre de la place, juste près des marches de l'ancien palais de justice, je l'ai vu. Dorian. Il était flanqué de 2 de ses collègues, des hommes qui s'étaient engraissés grâce à ses affaires, du genre à rire toujours trop fort à ses blagues. Il m'a repéré, et pendant un instant, son visage a vacillé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Puis il s'est durci. Il s'est avancé, a frappé une fois dans ses mains et a élevé la voix. « Mesdames et messieurs », a-t-il crié. « Je suis désolé d'interrompre votre journée de célébration, mais il y a quelque chose que vous méritez tous de savoir. » Les gens se sont tournés, les conversations se sont tues, les téléphones sont sortis des poches. « Cette femme ici présente, » a-t-il dit, me montrant du doigt comme si j'étais une criminelle en exhibition, prétend être l'héritière légitime de notre domaine familial. Mais ce qu'elle ne dira pas, ce qu'elle ne vous dira pas, c'est qu'elle a abandonné notre mère dans ces dernières années. Elle est partie sans un mot alors que maman était sur un lit d'hôpital, luttant pour sa vie. Un murmure a parcouru la foule. Quelqu'un près de moi a marmonné, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Dorian n'a pas arrêté. Elle est revenue pour une seule raison, l'argent. Pas pour faire son deuil, pas pour honorer. Juste pour prendre. Je n'ai pas bougé. Un de ces hommes s'est placé derrière moi. Avant que je puisse réagir, il m'a attrapé les bras, pas brutalement, mais fermement. L'autre a sorti un morceau de tissu, une corde bon marché d'une des tentes du festival. En quelques secondes, ils m'ont traîné vers le vieux lampadaire au milieu de la place et m'ont attaché les poignets autour. Des halètements, des déclencheurs d'appareils photo, mais personne n'est intervenu. La voici, a annoncé Dorian. La honte du nom Royce, exposée à la vue de tous, pour la ville qu'elle a abandonnée. Je suis resté immobile, sans broncher, sans pleurer. J'ai regardé la foule, des visages que je connaissais depuis l'école primaire, des parents qui m'invitaient autrefois à des barbecues, des adolescents me filmant comme si j'étais du théâtre de rue. J'ai croisé le regard d'une femme du premier rang au service commémoratif de maman. Son expression s'est tordue en quelque chose qui ressemblait à de la pitié. J'ai regardé au-delà d'elle. Puis j'ai parlé. J'ai déjà été lié au silence de cette famille. À une version de la vérité qui n'était pas la mienne. Mais aujourd'hui, vous voyez qui tient vraiment la corde. Ma voix n'a pas craqué. Elle ne s'est pas élevée. Elle a juste transpercé le silence. Personne n'a bougé pendant un long moment. Puis, de derrière la foule, une voix a crié « Détachez-la ». Quelques autres murmures, puis de nouveau le silence. Je n'ai pas attendu. J'ai libéré mes poignets lentement. Le nœud n'était pas serré. Je me suis éloigné du poteau, me brossant les bras comme si j'enlevais juste de la poussière. Jess m'a rejointe à mi-chemin de la place. Ses yeux étaient grands ouverts mais fermes. J'ai tout filmé, a-t-elle dit. Je suis en train de le télécharger. Le temps que je retourne au motel ce soir-là, la vidéo avait déjà atteint 500 000 vues. La légende de Jess, 2025, une femme attachée en public pour avoir défendu son droit légal. Les commentaires sont arrivés rapidement. Voilà à quoi ressemble la manipulation psychologique dans la vraie vie. Elle est restée là comme une sacrée reine. Où est le shérif dans cette ville? Ma boîte de réception s'est remplie de messages. Certains haineux, la plupart encourageants. D'anciens camarades de classe à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont envoyé des excuses. Des inconnus ont offert des conseils juridiques. Des journalistes ont demandé des interviews. J'ai passé l'heure suivante à rédiger une plainte officielle, agression, diffamation, détresse émotionnelle intentionnelle. Je l'ai déposée sous mon propre nom et j'ai envoyé une copie au journal local. À 20h, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même.
Ici Evelyne Drew, a dit la voix. Je suis une avocate spécialisée en droit civil. J'ai vu les images. Oui, ai-je dit. C'était moi. Vous avez une affaire. Une affaire solide. Je m'en doutais. Elle a fait une pause. Vous êtes prête à rendre cela public? Je le suis déjà. Cette nuit-là, Dorian a reçu un appel d'un de ses donateurs du conseil municipal. Je ne l'ai appris que plus tard, mais apparemment, la conversation a été courte. Tu viens de lui offrir le jury sur un plateau, lui a dit l'homme. Et il avait raison. Le temps que la lumière du soleil frappe les trottoirs fissurés du centre-ville lundi matin, tout avait changé. Mon téléphone avait vibré pendant la majeure partie de la nuit, mais ce n'est que lorsque je suis sorti de la chambre de motel, café à la main et le cœur battant encore du spectacle de la veille, que j'ai réalisé que la ville bourdonnait déjà sans moi. Jess avait posté la deuxième vidéo vers minuit. Ce n'était pas seulement des images de moi attachées au lampadaire. C'était le prélude, tout le déroulement. On me voyait essayer de m'éloigner. On entendait la voix de Dorian, nette et claire, donnant l'ordre. On voyait ces deux acolytes s'approcher de moi comme si tout était scénarisé. À 8 heures du matin, le clip avait explosé. Sur Twitter, sur Facebook, sur tous les forums de potins locaux que les gens ici utilisaient pour chuchoter dans le dos des autres. Le hashtag Justice pour Kingsley est devenu tendance pour la première fois juste après que je me sois garé sur le parking du palais de justice. Ce matin-là, je n'étais pas là pour me battre. J'étais là pour livrer. J'ai traversé le hall avec un dossier sous le bras et la clé USB que Carmen m'avait donnée en sécurité dans mon sac à main. Je devais rencontrer l'un des greffiers du comté, un vieil ami de ma mère qui avait demandé les documents discrètement, mais je n'ai pas fait plus de 10 pas à l'intérieur avant qu'une jeune femme en jean et avec un badge WNL4 ne se précipite vers moi avec un micro dans une main et un caméraman sur ses talons. « Mademoiselle Royce ?» Kingsley Royce, a-t-elle dit, essoufflée. Je suis Rachel Lann, de la chaîne locale. Seriez-vous prête à commenter ce qui s'est passé hier? Les images? J'ai levé doucement la main. Pas de commentaires ici. Je parlerai au forum public cet après-midi. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. J'ai continué dans le couloir, j'ai monté les escaliers, jusqu'à la salle de conférence où 3 personnes étaient assises, 2 greffiers, une femme du bureau du maire qui avait l'air de n'avoir pas dormi. Je leur ai tout remis. Le testament original, ai-je dit, signé, notarié, avec un enregistrement vidéo et un affidavit sous serment d'un témoin tiers. Leurs yeux ont parcouru les documents rapidement, puis lentement. Personne n'a parlé pendant 1 minute entière. Finalement, le greffier a dit, vous comprenez que cela réécrit tout ce qui a été déposé sous la version de Dorian. J'ai hoché la tête. Il a toujours été prévu que ce soit réécrit. J'ai quitté le bâtiment sans attendre un autre mot. Cet après-midi-là, juste au moment où les cloches de l'église sonnaient 14 heures, je suis entré dans le forum civique de la ville, tenu dans le même théâtre communautaire où j'avais joué la fée dragée en 2e année. Maintenant, les sièges étaient pleins de journalistes, de résidents et de gens qui ne savaient plus de quel côté ils devaient être. Je me suis tenu au podium. Je n'avais pas besoin de notes. Je me suis présenté simplement. Je m'appelle Kingsley Royce. Puis, j'ai brandi la copie du testament. J'ai brandi la déclaration notariée. Et puis Jess, assise en coulisses, a branché son ordinateur portable et a projeté la vidéo de ma mère, l'esprit clair et la voix ferme, signant le document avec Carmen à ses côtés. J'ai regardé la foule et n'ai dit qu'une seule chose. Il ne s'agissait pas de famille. Il s'agissait de contrôle. Et le contrôle se termine aujourd'hui. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. La salle était silencieuse quand je suis descendu. Pas abasourdi, mais plutôt comme si on assistait à la chute d'un rideau collectif. Plus tard dans la soirée, le vrai changement a commencé. Cela a commencé par un appel téléphonique que Dorian n'attendait pas. L'un de ses principaux sponsors de campagne, un investisseur qui lui avait donné de l'argent, des terres et une plateforme, a appelé pour dire qu'il se retirait. Discrètement, bien sûr pas de communiqué de presse, pas de chichi mais parti. Puis la chambre de commerce a publié une note fade sur la réévaluation du leadership local. Puis 3 membres du conseil ont publié une déclaration commune appelant à un examen des récents litiges successoraux dans la communauté sans nommer de nom, mais tout le monde a compris. Et puis est arrivé le projet scolaire. Jess m'a envoyé un lien tard ce soir-là. Tu vas vouloir voir ça. Le fils de Dorian, Elliot,
avait fait une vidéo de classe pour un devoir de 4e année. Elle était intitulée « Ce que la famille signifie pour moi ». Dedans, il était assis devant un fond coloré de cœurs en papier de construction et dessinait des images tout en parlant. Mon papa a attaché ma tante à un poteau parce qu'elle a posé des questions sur les papiers de mamie, a-t-il dit nonchalamment, comme s'il décrivait ce qui s'était passé à la récréation. Il a continué à dessiner. La vidéo n'a pas été coupée. Ma tante habitait ici avant, mais elle est partie. Les gens ont dit des méchancetés sur elle, mais j'ai vu le papier. Mamie a écrit son nom dessus. Mon papa a dit que ça ne comptait pas, mais ça ressemblait à son nom à elle. Ce clip a frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Il s'est répandu comme une traînée de poudre. Ce n'était pas répété. Ce n'était pas soigné. C'était un enfant qui disait ce qu'il avait vu. Et cela a déstabilisé Dorian plus vite que tout le reste. 2 journaux locaux l'ont repris. Puis un blog de parents. Puis une chaîne de télévision de Charleston. Le mardi matin, mon nom était partout. Et pas en tant que la sœur Royce déshonorée, mais en tant que la femme qui avait été effacée puis s'était réinscrite dans l'histoire. Les lettres sont arrivées ensuite. Des notes glissées sous la porte de mon motel. Des emails au compte anonyme que Jess avait créé pour les tuyaux. Certains étaient brefs, je suis désolé de l'avoir cru. D'autres plus détaillés, il a menacé de me poursuivre en justice si je disais ce que j'avais vu. L'un provenait d'une ancienne employée de Dorian. Elle a joint des copies de factures qu'il avait truquées, des déclarations d'actifs qu'il prétendait être siens avant même que le testament ne soit lu. La vérité ne s'est pas seulement fissurée. Elle a déferlé. Mais avec tout cela, je savais qu'il ne fallait pas célébrer trop tôt. C'était un retournement de situation. Mais les marées ne noient pas ceux qui construisent leur maison assez haut. Pas encore. Il était presque le coucher du soleil quand j'ai franchi les portes du palais de justice. L'audience avait été programmée discrètement, mais à New Canaan, la rumeur se propage plus vite qu'une fuite de gaz. Le temps que j'atteigne le 2e étage, la foule s'était déjà installée, coude à coude, jeunes et vieux, journalistes et retraités, des gens qui avaient autrefois souri poliment à Dorian le dimanche matin, maintenant assis en silence, attendant de voir ce qu'il dirait sous serment. Je n'avais pas besoin de faire une entrée. Ma présence avait déjà changé l'atmosphère de cette pièce. Jess était assise près du fond avec son téléphone en silencieux, ses doigts prêts à capturer le moment pour le monde extérieur à ce tribunal. Elle a hoché la tête une fois quand nos regards se sont croisés. Je lui ai adressé un léger sourire et me suis dirigé vers le premier rang. Le greffier m'a fait un signe de tête, me désignant un siège vide. De l'autre côté de la salle était assis Dorian, posture parfaite, cheveux peignés avec une élégance étudiée, habillé comme s'il était encore en contrôle. Mais même de l'autre côté de l'allée, je pouvais voir la légère crispation de sa mâchoire, ses mains jointes un peu trop fermement sur la table. Cette façade polie avait commencé à s'ébrécher, et il le savait. Le maire est entré avec 2 membres du conseil derrière lui. Le greffier en chef s'est éclairci la gorge. Cette audience examinera les réclamations légales soumises concernant le domaine Royce et l'utilisation des fonds fiduciaires communautaires liés aux propriétés de la famille Royce. Pas de préambule, pas de cérémonie, juste des faits. Les premières preuves présentées étaient numériques, virements bancaires, factures, fausses déclarations de rénovation communautaire qui n'avaient jamais eu lieu. Mon nom sur les anciens documents de fiducie était introuvable, mais la signature de Dorian apparaissait à plusieurs reprises à côté de coûts gonflés, de dons redirigés vers des entreprises qu'il possédait sous un autre nom de société. Jess avait tiré la plupart de ces informations des archives publiques et d'un ancien employé mécontent qui voulait réparer les torts. Puis sont venues les lettres, anonymes mais révélatrices, certaines tapées, d'autres manuscrites. J'ai travaillé pour lui pendant 3 ans. Il m'a dit de déchiqueter le testament après le décès de Delilah. Il a dit que la ville ne croirait pas une fille qui était partie. Que Kingsley n'était pas le genre de personne en qui on pouvait avoir confiance en public. J'ai vu sa mère signer ce papier. Il a brûlé la première copie dans la cheminée de son bureau. Le greffier a lu chacune d'elles sans pause, chaque phrase une nouvelle fissure dans l'armure. Quand vint le tour de Dorian de répondre, il se leva comme s'il se préparait pour un sermon. Tout ceci est une vendetta, commença-t-il. Ma sœur et moi, bien que nous ayons une eau différente, il ne s'agit pas de justice. Il s'agit d'amertume. Elle est partie. Elle n'était pas là. Ma mère est morte, entourée de gens qui sont restés. Sa voix tremblait juste assez pour paraître humaine.
Il regarda la foule comme s'il cherchait un visage pour être d'accord avec lui, mais la salle resta immobile. Il ajouta, « Ce que vous entendez est une campagne de ressentiment déguisée en droiture, et je ne participerai pas à un procès-spectacle orchestré par des foules en ligne et des commérages. » Il se rassit. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel coup de marteau. Le greffier a ouvert la parole pour des commentaires supplémentaires, et c'est alors que Marie s'est levée. Je ne l'avais pas vue entrer. Elle avait dû se glisser pendant le témoignage, s'asseyant vers le fond, loin des caméras. Elle portait une robe bleu marine délavée et tenait un petit sac à main serré contre sa poitrine. Quand elle a commencé à avancer, quelques têtes se sont tournées. Dorian s'est visiblement raidi. « Je m'appelle Marie Talbot, dit-elle doucement. J'étais la sœur de Delilah, et j'aurais dû parler plus tôt. » Elle se tenait devant le microphone, la voix tremblante. « J'étais là le jour où Kingsley a quitté la ville, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle y a été poussée. J'ai entendu ce que Dorian a dit à Delilah à huis clos. J'ai vu ma sœur pleurer après avoir signé ce testament. Elle avait peur non pas de la mort, mais d'être effacée. Elle a jeté un regard vers moi. Je suis restée silencieuse pendant des années. Je pensais que c'était plus sûr ainsi. Mais le silence est aussi une forme de mensonge. Et je ne suis plus disposée à mentir. » Un murmure a parcouru la salle, mais ce n'était pas du jugement. C'était une libération. Le greffier s'est éclairci la gorge. « Conseil, avons-nous assez d'éléments pour procéder ?» Le maire s'est penché vers son micro. « À la lumière des preuves présentées et des témoignages corroborés, nous allons révoquer la désignation de M. Dorian Kingsley comme administrateur de la communauté, avec effet immédiat. » La bouche de Dorian s'est ouverte, puis s'est refermée. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas protesté. La conseillère municipale à côté du maire a ajouté, « De plus, nous recommandons le retrait de M. Kingsley de la course à la mairie jusqu'à la conclusion des enquêtes légales. » Un temps, puis des applaudissements. Ils ont commencé lentement, prudemment, mais ont grandi pour devenir quelque chose d'indéniable. Pas des acclamations folles, pas une célébration, juste un rythme régulier de la vérité reconnue à voix haute. Je n'ai pas applaudi. Je n'en avais pas besoin. Je suis juste resté là et j'ai laissé cela m'envahir. Après l'audience, je suis sorti. L'air s'était rafraîchi, le crépuscule s'insinuant à travers les arbres bordant la pelouse du palais de justice. Les gens s'attardaient sur les marches, échangeant des mots à voix basse, hochant la tête dans ma direction sans fanfare. Marie s'est approchée de moi lentement. « Je n'attends pas de pardon, » a-t-elle dit. Je l'ai regardée, la femme qui m'avait autrefois tourné le dos dans le couloir de l'église, la femme qui s'était tenue aux côtés de Dorian quand il m'avait effacé de ma propre histoire. « Vous n'avez pas besoin de le demander, » ai-je dit. « Vous avez dit la vérité. C'est suffisant. » Elle a dégluti difficilement. « J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. » « Je sais. » Elle n'a pas répondu. Elle a juste mis la main dans son sac à main et en a sorti une enveloppe usée. « Delilah m'a demandé de garder ça. Je pense que c'est à vous maintenant. » Je l'ai ouverte des heures plus tard, seule, de retour au motel. À l'intérieur se trouvait une photographie, moi et maman à la plage, le vent fouettant nos cheveux, toutes les deux riant de quelque chose de longtemps oublié, et une note de son écriture. « Si tu lis ceci, tu es restée courageuse. Je n'ai pas pu te protéger de tout, mais j'ai toujours su que tu protégerais la vérité. » Je l'ai placée sur la table de nuit à côté de la clé USB, des dossiers juridiques, de la pile d'affidavit. Et j'ai chuchoté, non pas à la pièce, mais à elle, « J'ai terminé, maman. » Une semaine plus tard, je me tenais dans le foyer du domaine Royce pour la dernière fois. La lumière du matin se déversait à travers les hautes fenêtres, balayant les parquets, les miroirs anciens et la table intacte où ma mère triait le courrier chaque dimanche. La maison était silencieuse maintenant. Trop silencieuse. Non pas parce qu'elle avait été abandonnée, mais parce qu'elle avait été libérée. Mes sacs étaient déjà faits et chargés dans le coffre de la voiture de location. Il n'y avait pas grand-chose à emporter, quelques vieilles lettres, la photo de la plage, quelques effets personnels que j'avais gardés dans des boîtes qu'elle n'avait jamais déballées après mon départ. Tout le reste, je le laissais derrière moi. Le dossier avec l'acte de propriété était ouvert sur le comptoir. J'avais signé les formulaires de transfert quelques heures plus tôt. Il allait à un refuge pour femmes à Columbia, un refuge avec une liste d'attente de plusieurs mois et pas assez de lits pour tout le monde. La dernière volonté de maman n'était pas venue dans un testament ou un document légal.
C'était griffonné au dos d'une enveloppe que j'ai trouvée nichée dans son livre de cuisine. Que cette maison soit un jour sûre pour quelqu'un d'autre. Elle ne voulait pas dire sûre au sens littéral. Elle voulait dire libre du silence, de la honte, des hommes qui transformaient la famille en une performance. J'ai parcouru les couloirs une dernière fois, j'ai touché la rampe en bois de l'escalier où je m'étais faufilé à minuit pour voler des Oreos dans la cuisine. Je me suis arrêté dans la véranda où Dorian s'était vanté d'avoir conclu sa première affaire. Je me suis tenu à la fenêtre et je me suis permis d'absorber ce que je laissais partir. Pas la maison, pas les terres, la version de moi-même que j'avais essayé de devenir juste pour être réadmise. Il était presque midi quand je suis sorti. L'humidité avait grimpé, lourde et douce, et le jardin était plein d'abeilles qui butinaient entre les roses. Les déménageurs étaient venus et repartis. Tout ce qui restait, c'était le souvenir. J'ai conduit en ville plus lentement que d'habitude, prenant des virages dans des rues qui me semblaient autrefois des labyrinthes quand j'avais 10 ans. Quelques visages familiers m'ont fait signe depuis leur porche. Une femme a hoché la tête poliment et a détourné le regard. Je ne m'attendais pas à des défilés. Je n'avais pas besoin de réconciliation. Mais quelque chose avait changé. Au centre de la place de la ville, le lampadaire était toujours là. Je me suis garé et je me suis approché. Il y avait un petit groupe d'adolescents assis sur les marches du palais de justice en face, la tête penchée sur leur téléphone, me remarquant à peine. Un homme balayait le trottoir. La brise s'est levée juste assez pour disperser quelques feuilles. J'ai tendu la main et j'ai passé mes doigts sur le métal frais. C'est là que je l'ai vu. Gravé dans la base, petit mais clair, les mots « c'est ici que la dignité s'est relevée ». Je ne savais pas qui l'avait gravé. Peut-être Jess. Peut-être quelqu'un à qui je n'avais jamais parlé. Mais ça n'avait pas d'importance. Je me suis retourné et je suis retourné à la voiture. Un dernier arrêt, puis j'en aurais fini. À la lisière de la ville, caché au fond d'un tiroir du vieux bureau de couture de maman, j'avais trouvé une deuxième enveloppe la semaine dernière. Je ne l'avais pas ouverte tout de suite. Je pense qu'une partie de moi n'était pas prête. Pas avant maintenant. Je me suis arrêté sur le bord de la route près du ruisseau où elle m'emmenait marcher, je me suis assise sur le capot de la voiture et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une courte note, manuscrite comme toujours, « Tu n'as jamais été destiné à te battre pour l'amour. Tu es né pour vivre dedans. » S'il ne pouvait pas voir ça, je suis désolé. J'ai pleuré. Pas de colère, pas de chagrin, mais quelque chose d'entièrement différent. Une libération. J'ai laissé les larmes couler parce que ce n'était plus de la douleur. C'était de la clarté. Et toutes ces années que j'avais passées à me demander si partir avait été une trahison. Ceci me disait que c'était de la survie. Elle savait. Elle avait toujours su. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. Et puis j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas permis de faire depuis des années. Je suis resté assise là et j'ai ri. Pas un grand rire, juste un petit rire sous cape. C'était étrange au début, comme étirer une partie de moi que j'avais oublié existait encore, mais il a grandi. Je suis resté là jusqu'à ce que le soleil se déplace, puis je suis remonté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à la sortie de la ville. Je ne me suis pas arrêté chez Dorian. Je n'avais pas besoin d'excuses. Certaines dettes ne me sont pas dues. Elles lui sont dues à lui-même. Et s'il venait un jour chercher le pardon, il devrait le trouver dans le miroir, pas dans ma voix. Alors que les arbres s'éclaircissaient et que l'autoroute s'élargissait, j'ai baissé les yeux sur le siège passager. La photo de moi et maman à la plage était glissée dans le pare-soleil. Elle ne m'avait pas laissé une maison. Elle m'avait rendu ma voix. Et cette fois, je ne l'abandonnerai pour personne. Et parfois, les batailles les plus bruyantes se livrent en silence. Et les blessures les plus profondes viennent des personnes en qui nous avions autrefois le plus confiance. L'histoire de Kingsley nous rappelle que revendiquer sa voix, peu importe depuis combien de temps elle a été volée, est un acte de courage. Que feriez-vous si votre propre famille essayait de vous effacer de votre histoire? Si cela a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de familles puissantes, de trahisons réelles et de moments inoubliables de vengeance silencieuse. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà été là, honte, qui a finalement dit la vérité?